Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'Histoire culottée, une chaîne YouTube qui fait l'histoire du vêtement. Et pour commencer par le commencement, je vous propose un premier épisode où nous allons nous demander quand commence la mode. Petit point de méthodologie, commençons par nous demander qu'est-ce que c'est que la mode. Je vous laisse 3 secondes. Alors si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais sinon je vais vous donner celle que nous propose le CNRTL. C'est un site d'un laboratoire du CNRS qui est spécialisé dans la lexicographie et qui vous propose donc des définitions très précises sur tous les mots, je pense, de la langue française. Vous y trouverez également les usages et les emplois considérés comme corrects de tel ou tel vocable. Et pour le terme de mode, pris au féminin, puisque le terme de mode existe aussi au masculin, nous trouvons comme premier sens ce qui existe de manière durable, stable, et comme second sens, ce qui existe de façon temporaire. Alors, on fait difficilement plus ambigu comme définition. Grosso modo, nous avons donc un mot qui veut dire quelque chose et son parfait contraire. Bon, intuitivement, on sait quand même que la mode, c'est ce qui est nouveau, et en particulier, pour ce qui nous intéresse, c'est donc la nouveauté dans les vêtements. Certains en ont conclu un peu rapidement que depuis que l'homme s'habille, puisqu'il a toujours aimé la nouveauté, il existe des phénomènes de mode. C'est par exemple la proposition qu'on va trouver dans le Que sais-je sur la mode, qui est écrit par un économiste et à qui je vais être obligée de donner tort, puisqu'il est évident que en histoire, quand on commence à utiliser de tout temps, depuis toujours, c'est qu'il y a un problème méthodologique. Et donc nous allons entrer dans le détail de la chronologie pour essayer de voir vraiment quand on peut voir apparaître ce phénomène. Parce qu'en fait, dire que de tout temps les hommes ont aimé la nouveauté, ça n'a pas de fondement scientifique. Et j'irai même plus loin, il existe des cultures, des civilisations où la nouveauté est vue comme quelque chose de négatif, quelque chose que l'on rejette. Des cultures où on va chercher à se rapprocher du passé ou à maintenir un système stable. Ces cultures ne sont pas forcément des cultures obscurantistes ou des cultures primitives. Et pour prendre une culture que l'on considère comme civilisée, et qu'en règle générale on voit comme progressistes, prenons les hommes de la Renaissance. Les hommes de la Renaissance, dans leur façon de rechercher le retour à l'antique, ne sont pas si progressistes que ça. Et on voit qu'il y a donc là une culture qui est fondée sur un retour à la tradition, un retour à l'ancien. Donc l'idée que de tout temps les hommes ont aimé la nouveauté doit déjà être chassée de votre esprit, puisque à l'évidence ce n'est pas vrai, et donc on ne peut pas considérer que la mode a toujours existé. Pour qu'il y ait phénomène de mode, il faut qu'il y ait donc nouveauté et il faut qu'il y ait possibilité de changement. Quelques petites citations, la plus connue concernant la mode, c'est probablement celle de Cocteau qui disait « La mode, c'est ce qui se démode », soulignant ainsi que ce qui est plus important dans le phénomène de mode, c'est son renouvellement, le fait qu'on soit dans un éternel changement, et donc dans cette idée d'éternelle nouveauté. Cette nouveauté n'est possible que si on a les moyens matériaux de ce renouvellement rapide. Aujourd'hui, l'industrie de la mode nous montre bien la rapidité de ce renouvellement, elle qui propose 4, parfois même 6 collections dans la même année. Et ce renouvellement est rendu donc possible par l'accélération de la production des matières premières, en particulier de l'accélération de la production textile. Pendant très longtemps, on se contentait de très peu de tenues, et on sait en particulier par les sources notariales, donc par ce que les gens laissaient après leur mort dans les testaments, combien pouvait posséder un bourgeois, un noble à la fin de sa vie. Et en règle générale, le nombre de vêtements est assez limité, et les vêtements font partie de la part la plus importante d'un point de vue financier de nombreux héritages. C'est quelque chose qui valait cher, et parce que c'était justement en nombre restreint.
La grande révolution, c'est la révolution industrielle qui va bouleverser tout ça et qui va donc permettre un renouvellement accru, renouvellement qui est le propre de la mode. Alors pour mémoire, la révolution industrielle, en quelques mots, c'est un phénomène économique et technique qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, qui va ensuite essaimer dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Cette révolution, telle qu'on l'a qualifiée autrefois, est basée sur une grande nouveauté qui est l'invention de la machine à vapeur. Grâce à la machine à vapeur, le charbon va remplacer la force humaine dans de nombreux travaux et en particulier dans les industries de la métallurgie et du textile. On va donc voir un phénomène de mécanisation, c'est la machine qui fait le travail et non plus l'homme. On va voir également un phénomène d'industrialisation. On va donc regrouper autour de ces machines qui sont très coûteuses et qui ont besoin de beaucoup de personnes à leur service, on va regrouper les ouvriers au sein d'usines. C'est l'invention de l'usine, alors qu'auparavant les produits étaient davantage fabriqués dans un cadre artisanal, dans un atelier ou dans les plus gros regroupements, dans ce qu'on appelait les manufactures. Donc avec l'apparition des usines, de la mécanisation, on a une accélération de la production qui devient de plus en plus importante. C'est le beau jour des productions de coton en particulier, et donc on a une production de textile qui devient beaucoup plus importante qu'auparavant. Cette production devenant plus importante, elle va aussi être meilleur marché, et donc de plus en plus de gens vont pouvoir acheter du tissu, acheter des tenues et vont pouvoir renouveler rapidement leur garde-robe. Le symbole de ce renouvellement rapide, c'est probablement la création des grands magasins. Alors les grands magasins, c'est un phénomène avant tout parisien. Le premier, c'est Le Bon Marché qui est créé en 1855 par Aristide Boucicaut. Et il y en a moins d'une dizaine, une petite dizaine qui sont créés entre donc, cette date de 1855 et la fin du 19e siècle. Ce qui est beaucoup par rapport aux autres grandes villes, puisque si on prend l'exemple de Londres, grande concurrente parisienne, on n'a que 2 grands magasins au début du XXe siècle, Harrods et Selfridges. Donc le phénomène est quand même vraiment propre à Paris. Mais il est surtout très révélateur de cette nouvelle façon de consommer, puisque on entre à partir de cette augmentation de la production dans une possibilité de société de la consommation. Le grand magasin a été particulièrement bien décrit par Émile Zola dans Le Bonheur des Dames, et Émile Zola met en lumière toutes les méthodes qui sont mises en œuvre par les grands magasins pour capter leur public. Et ces méthodes sont très nouvelles. Tout d'abord, on va utiliser les vitrines pour mettre en avant les marchandises que l'on offre. L'entrée est libre, les prix sont fixes. Si ça ne vous semble pas une très grande nouveauté, ça souligne que ce n'était pas le cas avant. Avant, les prix étaient établis, disons, à la tête du client, et l'entrée n'était pas du tout libre. Vous n'entriez dans un magasin que si vous aviez quelque chose à y faire. Vous n'allez pas traîner dans les magasins. L'invention du shopping, c'est une invention qu'on doit aux grands magasins qui vont permettre aux bourgeoises, quand même, à ces femmes qui ont de l'argent et beaucoup de temps à dépenser, d'avoir un lieu où elles pourront flâner pendant l'après-midi. Et dans ces magasins, tout est fait pour accélérer le rythme de la mode et accélérer le rythme des dépenses. On met en place des réclames, ce que nous on appelle aujourd'hui les promotions, on met en place les soldes, on met en place des grandes opérations. La plus représentative est certainement celle du blanc qui avait lieu au mois de janvier, et donc où on essayait de vendre le plus de tissu blanc possible. Donc c'est une pratique qui est restée aujourd'hui avec nos soldes. On met en place des catalogues, de la vente par correspondance, des possibilités de livraison, des possibilités d'achat au crédit. Donc tout est fait pour accélérer le nombre de ventes et accélérer le renouvellement des garde-robes de ces dames, puisque on est aussi à une époque où les
journaux de mode se multiplient. Le succès des grands magasins est dû à la façon dont ils traitent leur clientèle et également à leurs prix qui sont moins élevés que dans les boutiques traditionnelles. En effet, la marge est plus faible, mais comme le débit est plus important, comme on vend davantage de marchandises, on reste bénéficiaire tout en baissant les prix. Et ça montre bien donc l'importance pour les grands magasins de vendre le plus possible, donc d'être dans cette idée du renouvellement, de la nouveauté, de la mode qu'on évoquait au début. Donc première définition possible de la mode, un renouvellement accéléré des productions textiles et donc de la consommation du textile. Ce n'est pas le seul élément qui nous permet de parler de mode. Un autre élément qui me semble assez important, c'est le fait que l'on suive en fait un certain nombre de célébrités, de figures connues, importantes, qui ont cette capacité prescriptive, donc la capacité à dire voilà, à partir du moment où moi je porte telle chose, c'est à la mode et donc tout le monde va le suivre. C'est très sensible aujourd'hui avec le rôle des célébrités hollywoodiennes par exemple. Autrefois, celles qui jouaient ce rôle-là avaient davantage un rôle politique et c'est le cas par exemple des reines de France ou des favorites quand la reine n'occupe pas ce rôle. La plus importante et celle qui a certainement joué le plus grand rôle au sein des phénomènes de mode, ça lui a d'ailleurs été énormément reproché, c'est Marie-Antoinette et celle qu'elle appelait sa ministre des modes, Rose Bertin. Rose Bertin possédait un ancêtre de ce qui deviendra ensuite les grands magasins, qu'on appelait les magasins de mode qui s'appelait Au Grand Mogol, où elle avait une clientèle parisienne, donc elle servait les bourgeoises, les nobles, en articles de mode divers et variés, tout ce qui pouvait venir garnir les robes. Elle a été présentée en 1774 à la toute nouvelle reine Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette s'est pris d'amitié pour cette femme qui lui proposait énormément de nouveautés, la reine ayant donc le privilège d'être la première à décider si une mode lui plaisait ou non. Et ensuite on observe un phénomène de ruissellement, c'est-à-dire ce que la reine porte va être porté par la cour qui est proche. Là-dedans, rien de nouveau, évidemment, la reine avait ce rôle de prescriptive probablement depuis Anne de Bretagne. Et il était normal que la cour suive la mode. Ce qui est nouveau avec Marie-Antoinette, c'est que cette mode ne va pas rester limitée à la cour de France ou aux autres cours européennes qui suivaient aussi la mode de la cour de France, mais elle va se répandre à Paris et depuis Paris vers la province. Et ça a un rythme vraiment accru, c'est-à-dire que la reine va aimer renouveler très souvent sa garde-robe. Ça lui a été énormément reproché. On sait combien ça a été un point vraiment d'ancrage des pamphlets contre la reine. Toutefois, il y a quand même une hiérarchie qui est maintenue, c'est-à-dire que si vous êtes proche de la reine, on va vous vendre très rapidement la dernière tendance. Si vous n'avez pas vos entrées à la cour, il faudra que vous attendiez 1 mois ou 2 pour pouvoir vous procurer la dernière tendance en magasin au Grand Mogol. Mais donc cette accélération du renouvellement de la garde-robe par Marie-Antoinette et sa capacité prescriptive, donc à donner le ton et à faire en sorte que toutes les femmes suivent sa façon de se vêtir, pourrait nous proposer un autre point de départ à l'histoire de la mode. Donc ma première hypothèse, un renouvellement accru rendu possible par la révolution industrielle, la mode commencerait alors au XIXe siècle. Deuxième hypothèse, la capacité prescriptive des grandes figures, des grandes célébrités et donc en particulier de Marie-Antoinette qui ferait débuter la mode à la fin du XVIIIe siècle. Mais en fait, depuis les années 70, il est convenu de considérer que le phénomène de mode a commencé à la fin du Moyen-Âge. C'est James Laver qui, le premier, à la fin des années 60, propose comme charnière pour voir une émergence de phénomènes de mode les années 1350, avec l'apparition d'un nouveau vêtement qui fait scandale, qui est un vêtement masculin, le pourpoint. Alors le pourpoint, c'est un vêtement du haut avec des manches longues dont le buste est rembourré pour faire ressortir la vigueur de ces messieurs.
et qui se caractérise par le fait qu'il soit particulièrement court. Il s'agit en fait d'un élément du vestiaire militaire qu'on portait sous l'armure pour protéger le corps des éventuelles coupures ou des pièces, enfin voilà, porter directement une armure sur la peau, ce serait trop désagréable. Donc on avait ce vêtement rembourré que l'on portait sous l'armure, qui n'était pas visible, et qui passe du vestiaire militaire au vestiaire civil, et qui devient un élément de mode. Il est très cintré, très près du corps, il met le corps en valeur, a fortiori donc en avant par ce rembourrage. Il est très court aussi, alors que l'habitude était pour les hommes de porter une tunique au moins jusqu'aux genoux, si ce n'est plus longue quand on voulait montrer sa respectabilité. Les professeurs, les seigneurs pouvaient facilement porter une robe qui descendait jusqu'à terre. Donc cette mode choque parce qu'elle est courte, parce qu'elle met en avant le corps. C'est une mode qui est portée par la jeunesse, et donc on voit que ce sont avant tout les personnes d'un certain âge qui sont en dehors de la mode, tandis que les phénomènes de mode touchent avant tout les jeunes. C'est une mode qui est condamnée par l'Église, et en ce sens l'Église a un rôle évidemment très traditionnaliste, un rôle de maintien des usages, et elle ne se place pas du tout dans une perspective progressiste, ce qui ne nous surprend pas outre mesure. Le phénomène de mode va gagner dans une moindre mesure le vêtement féminin. C'est à cette époque-là qu'on voit apparaître des robes, là encore, beaucoup plus près du corps. C'est aussi à cette époque-là qu'on voit apparaître les boutons, que ce soit d'ailleurs dans les vêtements masculins ou dans les vêtements féminins, parce que le bouton est un système de fermeture qui permet un ajustement quasiment parfait sur le corps du porteur, et donc qui va mettre vraiment en valeur le corps, puisqu'il va permettre que la manche soit particulièrement ajustée, que le buste soit particulièrement ajusté. Le terme de mode d'ailleurs tel qu'on le connaît aujourd'hui au féminin apparaît dans les années 1390. Donc l'apparition du mot semble en effet entériner le phénomène. Donc depuis les années 70, l'habitude chez les historiens de la mode, c'est de considérer que la mode commence au XIVe siècle, autour des années 1350. Et c'est en effet à partir de ce moment-là qu'on dispose le plus de sources, qu'on a quelques éléments archéologiques, qu'on a évidemment les sources textuelles, et puis qu'on a des sources iconographiques qui se multiplient et qui nous permettent de mieux saisir ces phénomènes d'histoire de la mode. Toutefois, cette date a été reconsidérée depuis une dizaine d'années, en particulier avec les travaux de Sarah Heller, travaux qui sont repris par Denis Brunat dans son récente Histoire des modes et du vêtement, et qui vont proposer une datation plus ancienne des premiers phénomènes de mode, en s'appuyant uniquement sur les sources textuelles, puisque les sources iconographiques ne sont pas probantes, mais en montrant qu'on a bien des phénomènes de type d'émergence de la mode dès le XIe siècle qui apparaissent dans les chroniques et dans les récits de cette époque. À quoi est-ce qu'on reconnaît à cette époque-là l'apparition d'une mode? Tout d'abord, le renouvellement fréquent et assez rapide des vêtements, qui est sensible parce que ces vêtements choquent. C'est en fait le discours des moralisateurs, le discours de l'Église, choqué par les nouvelles tenues, ou le discours des personnes d'une autre région, choqué par la façon que l'on peut avoir de se vêtir dans telle ou telle région, par la nouveauté de cette façon qui met en lumière les premiers phénomènes de mode. Et autre élément non négligeable, on a donc des élites fortunées, donc la noblesse, la chevalerie, qui va adopter un nouveau style, et petit à petit ce style va descendre l'échelle sociale pour gagner l'ensemble de la population, avec une opposition entre le nouveau vêtement et l'ancien vêtement, qui correspond souvent à une opposition de génération, ou à une opposition en termes de positionnement entre d'un côté la respectabilité, les tenants des traditions, et d'autre part les tenants de la nouveauté, très souvent représentés par la jeunesse.
Donc aujourd'hui, un consensus est en train d'émerger pour considérer qu'à partir du XIe siècle, on peut parler de mode et donc en faire l'histoire. Voilà pour cette première vidéo qui est déjà fort longue. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets que je pourrais traiter, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Vous trouverez aussi en bas un lien vers une bibliographie sur Zotero. Zotero, c'est un logiciel open source qui est utilisé pour gérer des bibliographies importantes et qui permet de mettre en ligne des bibliographies participatives. Donc pour ce premier épisode, j'ai constitué une bibliographie que je mets à votre disposition. Si vous connaissez des titres qui pourraient venir l'enrichir, n'hésitez pas à les ajouter. Si vous avez envie d'en lire davantage, vous trouverez là toutes les références auxquelles on peut avoir recours. J'essaye dans la mesure du possible, quand la référence est en ligne, de vous mettre évidemment le lien pour que vous puissiez aller trouver directement le document. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à faire la prochaine vidéo. J'en prépare déjà une sur le confort dans la mode. J'aimerais aussi vous parler de l'exposition qui est en ce moment au musée des Arts Déco sur les chaussures. Donc c'est à venir dans un délai assez bref. Et enfin, si vous voulez suivre l'actualité d'Histoire Culottée, je suis présente sur Facebook et sur Instagram. A très bientôt!